Comment un pays sans ruée vers l'or, sans nouvelles mines, sans afflux d'investisseurs étrangers, peut-il soudain afficher une production de 14 tonnes d'or? Quel secret se cache derrière ce chiffre inattendu? Aucune déclaration officielle, aucun discours triomphant. Juste une discrète mention dans un rapport d'État. Production annuelle, 94 tonnes. Un simple chiffre, presque noyé dans la routine administrative. Pourtant, derrière cette banalité, se cache une énigme. Pas de bouleversement dans les mines burkinabais, pas d'annonces spectaculaires, pas d'engins flambant neufs dans les paysages du nord ou de l'ouest. Les investisseurs internationaux sont restés prudents, et aucune nouvelle veine n'a été découverte. Pourtant, en une seule année, la production officielle bondit de 30 tonnes supplémentaires. Sans explication publique. Sans événement majeur qui aurait pu justifier un tel saut. Les connaisseurs savent que ces chiffres, d'ordinaire, évoluent lentement, au fil de projets industriels prévisibles. Mais là, le rythme est brisé. D'où vient tout cet or soudainement visible? Depuis quand le Burkina Faso extrait-il autant sans que personne ne s'en étonne? Un pays jusque-là discret se retrouve propulsé parmi les géants du continent. Au cœur de ce mystère, une question cruciale. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans l'ombre du secteur aurifère burkinabé? Pourquoi cet or, longtemps invisible, surgit-il enfin à la lumière? Si l'on ne perce pas ce secret, c'est accepter de rester aveugle au fonctionnement réel de l'économie extractive. Et c'est risquer de voir, année après année, filer des richesses capables de transformer la vie de millions de personnes. Pour comprendre ce bouleversement silencieux, il faut plonger dans les coulisses d'un secteur longtemps opaque. Ce qui se joue ici dépasse largement le simple bilan annuel d'un pays. Et si depuis toujours, les chiffres officiels n'avaient été qu'un mirage soigneusement entretenu? Sous les tableaux impeccables des rapports annuels, un secret vieux de plusieurs décennies persistait, ignoré du grand public. La production d'or au Burkina Faso était systématiquement sous-évaluée. Ce n'était ni une erreur, ni un oubli, mais la règle tacite du jeu, acceptée par tous les acteurs du système. Le nœud du problème? Un système archaïque de rapports papier, des contrôles faibles, trop rares, et presque aucune vérification sur le terrain. Chaque année, les mines industrielles transmettaient leurs chiffres, signés et tamponnés, mais personne ne se donnait la peine de comparer la réalité du sous-sol avec ce qui était inscrit sur ces documents. Les écarts étaient connus, parfois évoqués à demi-mot, puis oubliés. Les contrôles étaient exceptionnels, les audits encore plus rares. Pourtant, le gouffre le plus béant s'ouvrait ailleurs, dans la production artisanale, totalement absente des statistiques nationales. Des dizaines de milliers de Burkinabés, hommes, femmes et parfois enfants, extrayaient chaque jour de l'or à la main, dans des puits creusés à la force des bras. Ces sites, éparpillés du nord jusqu'au centre du pays, formaient une économie souterraine immense, mais officiellement invisible. Leur or, vendu à des intermédiaires, fondu hors de tout contrôle, disparaissait des radars de l'État, pour réapparaître ailleurs, réétiqueté, jamais taxé, jamais comptabilisé. Dans les villages autour de ces mines, la misère restait la norme. Malgré la richesse qui s'écoulait sous leurs pieds, les habitants ne voyaient ni route, ni école, ni électricité promise. Les infrastructures demeuraient de lointaines espérances, tandis que la sueur des mineurs n'apportait presque rien. Le reste s'évaporait, capté par des circuits parallèles. Personne ne posait de questions. La résignation était devenue réflexe, nourrie par l'idée que rien ne changerait jamais. Ce jeu de dupes arrangeait tout le monde, compagnies minières, intermédiaires, certains officiels. La sous-déclaration limitait les taxes, empêchait la redistribution et masquait la véritable ampleur de la richesse nationale. Tant que la dissimulation dominait, le pays restait pauvre en apparence, même assis sur des filons d'or insoupçonnés. Fermer les yeux sur cette réalité, c'était consentir à ce que la richesse nationale continue de s'évaporer, tandis que des millions de Burkinabés restaient prisonniers de la précarité. Tant que rien ne bougeait, la souveraineté sur les ressources n'était qu'une illusion. Mais tout bascule en 2025, quand l'État décide de faire de la traçabilité de l'or une priorité de sécurité nationale.
Une réforme sans précédent s'organise, bousculant les habitudes et menaçant les intérêts cachés. Pour la première fois, la transparence devient une arme dans la bataille pour la souveraineté économique. Ce n'est pas un miracle qui gonfle soudain les bilans. C'est la lumière crue de la vérité, braquée sur un secteur longtemps plongé dans l'ombre. Du jour au lendemain, tout change. L'État ne se contente plus de recevoir des rapports officiels. Il vérifie, il recoupe, il exige des preuves. Les visites de contrôle se multiplient sur le terrain. La production ne se limite plus à des papiers soigneusement remplis. Elle doit se prouver, kilogramme par kilogramme. Les entreprises minières doivent justifier chaque extraction. Les chiffres deviennent des faits à démontrer, non des colonnes à remplir. Petit à petit, l'invisible devient visible. L'État éclaire les marges, traque l'informel. Là où il n'y avait que des estimations, il réclame des faits. Il confronte déclarations, mouvements de camions, exportations, jusqu'au moindre détail. Chaque tonne, chaque gramme doit être justifié. C'est là qu'un chiffre renverse tout. En une seule année, 42 tonnes d'or supplémentaires apparaissent dans les bilans nationaux. Pas un gramme de plus n'a été extrait de la terre. Mais une part immense de la production cesse d'être clandestine. L'extraction artisanale, longtemps ignorée, est enfin comptabilisée, reconnue, intégrée à la richesse nationale. Ce n'est pas le sous-sol qui a changé, c'est le regard porté sur lui. Ce n'est pas seulement une mutation économique, c'est une révolution cognitive. Pour la première fois, le pays voit, sait et compte ce qu'il possède vraiment. Mais un risque hante cette avancée. Fermer les yeux sur l'informel, c'est risquer de perdre la moitié de ses atouts sans même s'en rendre compte. Des décennies de richesse auraient pu continuer à s'évaporer, dissoutes dans l'opacité. La visibilité bouleverse la donne. L'État entre dans la pièce, allume la lumière, réclame sa part. Le pouvoir se redistribue, silencieusement. Ceux qui profitèrent de l'ombre doivent désormais rendre des comptes. Ceux qui étaient exclus voient enfin leur existence reconnue. Mais cette mise en lumière ne va pas sans résistance. Car exposer la richesse, c'est aussi exposer des intérêts cachés et bouleverser des équilibres fragiles. Ce qui était enfoui attire désormais tous les regards et bouleverse l'équilibre des forces dans tout le pays. L'or, longtemps invisible, surgit à la lumière. Les réseaux illicites, habitués à l'ombre, chancellent. Chaque écart, chaque fraude, laisse une empreinte, piégée par un système qui surveille, recoupe, croise les indices. Sous pression, les filières parallèles multiplient les faux pas. Un transport de trop, une déclaration imprécise, et ce qui autrefois disparaissait pour toujours se trouve exposé. Mais le basculement majeur est ailleurs. L'or réintègre le circuit officiel. Ce métal, jadis évaporé vers les frontières ou englouti sans trace, vient grossir les recettes nationales. En l'espace d'une année seulement, des dizaines de tonnes supplémentaires remplissent les coffres de l'État, des volumes hier encore inconcevables. Et cette manne bouleverse tout. L'argent ne s'évapore plus. Il irrigue le pays. Il alimente les urgences, électrification des villages, ouverture d'hôpitaux, rénovation des écoles. L'impact n'est plus une promesse incantatoire, mais une réalité qui s'installe, qui s'entend, qui transforme le quotidien. Pour la première fois, des familles et des communautés sentent que la richesse du pays ne s'arrête plus à la barrière de la mine, ni au bureau du douanier. La population mesure, concrètement, ce que signifie posséder ses ressources, les contrôler, les mettre au service du bien commun. Cet équilibre, pourtant, reste fragile. Sans contrôle réel ni redistribution visible, la confiance pourrait s'effriter. Les anciens réseaux n'ont pas disparu. Ils attendent, prêts à ressurgir au moindre faux pas. Pourtant, cette transformation n'est qu'un début. La question qui se pose désormais, la transparence peut-elle s'installer durablement, ou le pays risque-t-il de retomber dans l'ombre? Et si la vraie révolution n'était pas l'or lui-même, mais la façon dont une nation décide de s'en servir? Un lingot peut enrichir un homme, mais changer les règles peut transformer tout un peuple. Au Burkina Faso, la mutation s'opère moins dans les mines que dans les institutions. Première avancée.
le bureau des mines cesse d'être un simple comptable. Il devient stratège, surveillant chaque gramme extrait et arbitre prêt à sanctionner les abus. Désormais, il protège la souveraineté nationale, capable d'enquêter, d'imposer des limites, de dire non. Ce bouleversement structurel ouvre la voie à une deuxième étape. Pour la première fois, des milliers de petits mineurs longtemps invisibles sont invités à rejoindre des coopératives artisanales. Ces structures leur offrent un cadre légal, une sécurité et l'accès à la formation professionnelle. Les accidents et la criminalité diminuent, tandis que l'État reprend le contrôle sur ce qui échappait jusque-là à sa vigilance. Troisième pilier, la montée de projets semi-industriels détenus partiellement par des Burkinabés. Il ne s'agit plus de regarder passer les multinationales. Les acteurs locaux investissent, innovent et transforment le minerai sur place. La valeur ajoutée reste au pays, irrigue l'économie et commence à changer la donne. Cette dynamique nourrit une ambition plus grande encore, instaurer une économie circulaire de l'or. Désormais, les résidus sont revalorisés, le savoir-faire traditionnel s'allie à la technologie. Chaque étape crée des emplois durables. Le Burkina Faso investit dans des raffineries locales, l'électrification des villages, l'éducation des enfants de mineurs. Mais l'enjeu est de taille. Rater cette transformation, c'est risquer de retomber dans la dépendance. Les vieilles pratiques de sous-déclaration et de fuite des capitaux pourraient ressurgir si la vigilance s'émousse. Sur le marché mondial, l'or burkinabé ne peut peser que si le pays maîtrise toute sa filière, pas à pas, règle par règle. Pour réussir, il faudra de la ténacité, de l'unité et le refus des solutions faciles. Car l'histoire récente du Burkina prouve qu'une société capable de s'organiser autour de ses ressources peut briser des décennies de dépendance. Et si ce modèle aboutit, il pourrait inspirer bien au-delà de ses frontières. Mais que cache vraiment cette nouvelle transparence? Pour le comprendre, il faut plonger au cœur des sites d'extraction, là où tout commence. L'enjeu ultime n'est plus l'or lui-même, mais la capacité d'un peuple à écrire sa propre histoire, à décider de la valeur de ce qu'il possède. Le Burkina Faso l'a prouvé. La vraie révolution ne réside ni dans la découverte de nouveaux filons, ni dans des machines plus puissantes, mais dans le regard porté sur ses propres richesses et le courage de les compter, pour soi, enfin. Ce geste, en apparence modeste, bouleverse tout. Ce n'est pas qu'une affaire de statistiques, ni de contrôle administratif. C'est une reconquête, un acte fondateur de souveraineté économique. Lorsqu'un pays ose décrypter sa propre réalité, il quitte l'ombre des récits dictés et trace la première ligne d'une indépendance nouvelle. L'expérience burkinabé n'est pas qu'une affaire intérieure. Elle interroge, dérange, inspire. Et si, ailleurs en Afrique, on prenait à son tour la mesure de ce qui dort sous ses pieds, invisible sur les cartes, absent des bilans du développement? Ce modèle va bien au-delà de la seule production aurifère. Il propose aux sociétés africaines de rompre le cycle de la dépendance, de renégocier leurs alliances et d'investir directement, pour la première fois, dans des routes, des écoles, de l'électricité. C'est une invitation à choisir l'émancipation, à refuser de rejouer sans fin une histoire dictée par d'autres. Mais ce choix ne s'impose pas. À chaque citoyen, à chaque décideur, de se demander « Qu'est-ce qu'une ressource si l'on n'en détient ni la mesure, ni la parole, ni le destin ?» Ce qui se joue ici, c'est le pouvoir de transformer une richesse invisible en richesse partagée. Que les ressources cessent d'être aspirées au loin et servent, enfin, à bâtir l'avenir sur place. Saisir cette chance pourrait bien changer le sort de tout un continent. Reste une question, brûlante. Qui, demain, aura le courage de regarder ces richesses en face? Et surtout, qui décidera d'en faire le socle d'une souveraineté retrouvée? Pour mieux saisir l'ampleur de ce phénomène, il faut prendre du recul et examiner d'autres exemples historiques. L'histoire mondiale regorge de situations où la vérité sur la production d'une ressource a bouleversé l'avenir d'un pays. Pensons par exemple à l'Afrique du Sud, où la révélation de la vraie production diamantaire, au début du XXe siècle, a soudain propulsé le pays sur la scène internationale.
Ou bien au Chili, dont l'économie a été transformée par la transparence imposée sur l'exploitation du cuivre dans les années 70, permettant à l'État de financer la santé et l'éducation à grande échelle. Dans le cas du Burkina Faso, la réforme de 2025 s'inspire à la fois de ces exemples étrangers et d'initiatives africaines plus récentes. Le Ghana, par exemple, a mené une campagne audacieuse pour formaliser son secteur artisanal de l'or, avec des campagnes de sensibilisation, des audits participatifs et l'intégration progressive des petits exploitants dans le système fiscal. Les résultats sont visibles. En une décennie, le Ghana a vu ses recettes minières tripler, permettant la construction de centaines d'écoles et de dispensaires. Revenons au Burkina Faso. Comment la réforme s'est-elle concrètement déployée? Imaginez une équipe d'auditeurs débarquant à l'aube sur un site artisanal, muni de balances électroniques et de tablettes connectées. Les mineurs, d'abord méfiants, découvrent que leur production est pesée, enregistrée, et que pour chaque gramme, un reçu officiel leur est remis. Cette traçabilité transforme tout. L'or peut être vendu à un prix juste, les taxes sont prélevées à la source et la sécurité s'améliore. En moins de 6 mois, la majorité des sites majeurs du pays sont couverts par ce système. Prenons le cas du village de Yalgo, dans le nord du pays. Avant la réforme, l'électricité était inexistante et les routes impraticables en saison des pluies. 2 ans après l'intégration du site artisanal local au système officiel, un poste de santé a été construit, une école rénovée, et l'éclairage solaire a fait son apparition sur la place du village. Les habitants témoignent. Avant, on ne voyait jamais l'argent de l'or. Maintenant, nos enfants ont des cahiers et nos femmes accouchent en sécurité. Mais la réforme n'a pas été un long fleuve tranquille. Des réseaux de contrebande ont tenté de contourner les contrôles, utilisant des motos rapides pour transporter l'or par des pistes secondaires ou soudoyant certains agents. Pour répondre à ces défis, l'État a mis en place une brigade spéciale, équipée de drones pour surveiller les axes de sortie et d'une ligne verte pour signaler les fraudes. En 2026, la première grande saisie a permis de récupérer près de 2 tonnes d'or destinées à passer la frontière. Ce coup d'éclat a envoyé un signal fort à tous les acteurs du secteur. L'impunité n'est plus la règle. Parallèlement, la société civile a été mobilisée. Des radios locales ont diffusé des émissions pédagogiques expliquant le nouveau système et les droits des mineurs. Des ONG ont formé des comités de vigilance, veillant à ce que les retombées économiques profitent réellement aux communautés. Les débats publics se sont multipliés. Fallait-il investir d'abord dans la santé, l'éducation ou l'eau potable? Cette appropriation collective de la richesse a renforcé la cohésion sociale, réduisant les tensions entre les régions autrefois marginalisées et la capitale. L'État n'a pas agi seul. Des partenariats ont été noués avec des universités qui ont développé des logiciels de suivi en temps réel de la production. Des étudiants burkinabés ont été envoyés au Botswana et au Canada pour se former aux meilleures pratiques de gestion minière. Certains sont revenus fonder des start-up spécialisées dans l'optimisation de la chaîne de valeur aurifère, créant ainsi des emplois qualifiés et ouvrant la voie à une nouvelle génération d'entrepreneurs nationaux. La transparence n'a pas seulement eu des effets économiques, elle a aussi transformé la gouvernance locale. Dans plusieurs régions, les maires ont été élus sur des programmes de redistribution des revenus miniers, engageant des consultations populaires pour choisir les projets prioritaires. À Dori, par exemple, un budget participatif a financé la construction d'un centre de formation professionnelle pour les jeunes issus des familles de mineurs. L'émancipation économique a ainsi rejoint l'émancipation sociale. Pour garantir la pérennité des avancées, le Burkina Faso a adopté une loi sur la transparence minière, inspirée de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE. Cette loi oblige toutes les sociétés minières à publier leurs chiffres, à soumettre leurs contrats à la consultation publique et à verser une partie des recettes dans un fonds souverain destiné aux générations futures. En cas de manquement, des amendes lourdes, voire la révocation de licence, sont prévues. Sur le terrain, la vie quotidienne a changé. À Houndé, autrefois synonyme de galerie clandestine et d'accidents mortels, l'ouverture d'un centre de certification a permis aux mineurs d'apprendre les techniques d'extraction propres et de sécurité.
Les accidents ont diminué de moitié en 3 ans, et la criminalité liée à l'or a reculé. Pour ne pas retomber dans l'opacité, le pays a misé sur l'innovation. Des bracelets électroniques permettent désormais de suivre les sacs d'or des sites d'extraction jusqu'aux raffineries. Chaque lot d'or est accompagné d'un QR code retraçant son parcours. Ce dispositif, testé avec succès au Rwanda pour le coltan, garantit que l'or burkinabé répond aux normes internationales de traçabilité et d'éthique. Les acheteurs étrangers, rassurés, paient un prix supérieur, valorisant les efforts du pays. Le Burkina Faso a aussi investi dans la transformation locale. À Ouagadougou, une nouvelle raffinerie nationale traite désormais l'essentiel de la production. Ce choix permet de créer des emplois, de maîtriser la qualité et de récupérer des sous-produits précieux utilisés dans l'industrie électronique ou la joaillerie. Cette stratégie d'intégration verticale, déjà adoptée en Afrique du Sud pour le platine, a permis d'augmenter les recettes fiscales de 40% en 2 ans. Mais la transparence n'est pas une fin en soi. Elle doit s'accompagner d'une politique d'inclusion. Les femmes, longtemps reléguées aux tâches subalternes dans les mines, ont été encouragées à créer leur propre coopérative. Grâce à des microcrédits et à des formations en gestion, plusieurs centaines d'entre elles ont pu ouvrir des boutiques d'achat d'or, investir dans la transformation artisanale et envoyer leurs filles à l'école. Cette dynamique a changé le visage des villages miniers, offrant de nouveaux modèles de réussite. Pour éviter les erreurs du passé, le pays a instauré un système d'évaluation citoyenne. Tous les 6 mois, des forums ouverts réunissent représentants de l'État, mineurs, associations et habitants pour faire le point sur l'utilisation des revenus. Les décisions sont prises collectivement et les résultats publiés sur Internet et affichés dans les mairies. Cette transparence radicale, inspirée du modèle budgétaire participatif de Porto Alegre au Brésil, réduit la corruption et renforce la confiance. Bien sûr, les défis restent immenses. Certains opérateurs tentent encore de contourner les règles, profitant de complicités locales ou de la porosité des frontières. Mais chaque année, le nombre de poursuites augmente et les amendes sont réinvesties dans la formation des contrôleurs et l'achat de matériel de détection. À moyen terme, le Burkina Faso ambitionne de devenir un centre régional de savoir-faire minier. Des écoles spécialisées ouvrent leurs portes à Ouahigouya et Banfora, formant des ingénieurs, des géologues et des spécialistes de la gestion durable. Les stages obligatoires sur le terrain garantissent une relève compétente et engagée. À l'échelle africaine, le cas burkinabé fait école. Des délégations du Mali, du Niger et du Sénégal viennent étudier le système, dans l'espoir de l'adapter à leur propre contexte. Des conférences régionales sont organisées pour partager les bonnes pratiques, et une plateforme numérique commune permet de comparer les indicateurs et d'identifier les risques de fraude transfrontalière. La réussite du Burkina Faso prouve que la transparence est un levier puissant de développement. Mais elle montre aussi qu'elle doit s'accompagner de volonté politique, d'innovation technologique et d'appropriation citoyenne. Sans ces ingrédients, le risque de retour en arrière demeure. Pour conclure, souvenons-nous d'un adage populaire, « Ce que l'on ne compte pas, on le perd ». Dans le cas de l'or burkinabé, compter, c'est protéger, mais aussi partager. C'est refuser que la richesse serve à quelques-uns, pour qu'elle devienne le socle d'un avenir commun. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'une hausse soudaine de la production d'or quelque part dans le monde, posez-vous la question. S'agit-il vraiment d'un miracle du sous-sol ou d'une révolution silencieuse dans les têtes et dans les institutions? Le Burkina Faso a choisi la seconde voie. Il reste à savoir combien suivront cet exemple et combien oseront, à leur tour, regarder la vérité en face pour transformer l'or invisible en richesse visible et partagée.